Bon, on en est où? Ok, 100 vues en 3 vidéos, bon c'est pas mal hein, pour un novice. Oh la vache, le taux de rétention il est dégueulasse. Bah ouais, mais tout le monde se barre au bout de 30 secondes aussi. Ouais, j'aurais pas dû forcer mes étudiants à s'abonner. Ah puis t'es chiant aussi avec tes explications là. T'avais dit que t'allais démocratiser la strat. Tu nous parles de trucs indigestes. Bah, c'est sûr qu'on est loin des 120 000 PME qui ont peur de se lancer à l'export là. Bah pourquoi? Ouais, les gens veulent des histoires, des exemples concrets. Allez, on y va. Camille et Julien produisent du vin en Val-de-Loire. Domaine de 8 hectares, des vins reconnus localement. Alors je prends cet exemple, mais si Camille et Julien faisaient des caramels bretons, de la charcuterie de Corse ou des machines industrielles, ce serait pareil. Un soir, Camille pose la question à Julien. Et si on y allait, nous? Si on se lançait vraiment à l'export? Alors Julien regarde Camille et lui dit « Mais pourquoi tu veux qu'on aille à l'international? Pour faire plus de chiffre d'affaires ?» Alors attention, faire plus de chiffre d'affaires, même si c'est chouette, c'est pas un pourquoi on va à l'international, c'est un résultat. Et donc là, Camille et Julien réfléchissent, et ils se rendent compte que finalement, aujourd'hui, ils sont présents seulement sur le marché français. Déjà, avec le Covid, ça avait été compliqué. Mais finalement, avoir tous ses œufs dans le même panier, c'est pas forcément la meilleure situation pour une entreprise, surtout une petite boîte comme celle de Camille et Julien. Un vrai pourquoi, c'est une raison qui tient quand tout devient difficile. Donc Camille et Julien, maintenant qu'ils ont une bonne raison d'aller à l'international, il va leur falloir un cap. Pas juste on veut exporter plus. Il faut qu'il soit précis. Dans combien de temps? Dans combien de pays? Quel chiffre d'affaires? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour s'installer sur un nouveau marché, ça prend à peu près 2 ans en général. Une première année pour découvrir le marché, nouer les premiers contrats avec les importateurs, et la deuxième année vraiment pour accélérer et ancrer la relation commerciale. Surtout, ce qui est important à cette étape-là, c'est de ne pas être trop gourmand, sinon vous allez être déçus. Et donc Camille et Julien se fixent un cap. À 12 mois, on veut avoir signé un premier importateur sur un marché européen. À 18 mois, on veut être présent sur 2 pays. Et à 2 ans, on veut que l'export représente 20% de notre chiffre d'affaires global. Alors je prends pas 20% d'export au hasard, c'est une barre assez symbolique. Dans beaucoup de PME, c'est ce qu'on appelle un plafond de verre. Vous le verrez peut-être si vous vous lancez à l'international, généralement à partir de 20%, c'est là où on commence à stagner et il va falloir opérer des changements assez importants dans l'entreprise si on veut commencer à aller un petit peu plus loin. Mais 20%, c'est déjà énorme. Donc Camille et Julien sont fixés des objectifs, ils ont un cap, c'est clair. Et du coup, ils commencent à sentir une certaine motivation et comme beaucoup de dirigeants, ils veulent aller vite. Un diagnostic export? C'est quoi ça? Mais pourquoi faire? À chaque fois que vous allez parler d'export avec un expert, il va vous dire « Est-ce que vous avez fait un diagnostic export ?» Alors pour ceux qui connaissent, avouez que vous aimeriez bien vous en passer. Ça prend un peu de temps, ça coûte cher, et puis ma boîte, je la connais quoi, pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse un diagnostic? Camille et Julien, ils pensaient pareil. Pas besoin de diagnostic, on y va, on fonce. Mais jusqu'à ce qu'ils comprennent une chose assez simple en fait. On ne peut pas construire une stratégie export solide si on ne sait pas d'où on part. On est le 1er janvier, vous avez décidé de vous mettre au sport. Vous voulez vous inscrire en salle. Oh là là, il y a plein de machines, vous n'avez jamais touché à ça, vous allez vous faire mal, c'est sûr. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend un coach pour faire une évaluation d'abord. Votre coach, son rôle, c'est avant que le programme démarre, de faire un bilan pour savoir où vous en êtes, qu'est-ce que vous êtes capable de faire et qu'est-ce qui va être compliqué, vous risquez de vous blesser. C'est exactement pareil à l'export. Donc votre coach, il va regarder quoi? Il va regarder la quantité de gras et la quantité de muscles. Le gras dans l'entreprise, c'est ce qui va vous ralentir. Et ça, on veut l'éliminer. Un site internet en français, par exemple. Ou des fiches produits sans certification internationale. Ou peut-être Julien qui est une quiche en anglais. Le muscle, par contre, c'est ce qui va vous accélérer. C'est sur quoi on va pouvoir compter au début. Une offre simple, avec des produits qui ont déjà séduit des consommateurs étrangers. Camille qui est parfaitement bilingue en anglais. Et même un début de présence digitale. Donc on veut un diag pour identifier les victoires rapides, les mettre tout de suite en place et ainsi vous donner de la confiance. Et surtout de la dynamique. Et pour le gras et les chantiers plus longs, au moins on les planifie et on sait quand est-ce qu'on va devoir les traiter. Bon, ça c'est fait, le diagnostic export en poche, Camille et Julien sont chauds patates, on y va. Mais on va où en fait? Pour Julien, lui c'est clair, il est fan d'Arsenal, on va en Angleterre. En plus les Anglais sont tous des pochetrons, ils adorent le vin français, c'est parti, ça va marcher. Pop, 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 pas si vite. Choisir un marché par intuition ou affinité, erreur classique, à pas faire. Et c'est une erreur qui peut coûter très cher. Donc on oublie l'instinct et on commence par lister des critères de comparaison. Quoi, des critères de comparaison? Mais Romain, de quoi tu parles là?
Ok, c'est simple. Les critères de comparaison, c'est finalement essayer de réfléchir à quels sont tous les ingrédients qui feraient qu'un marché serait idéal pour vous. Est-ce qu'il nous faut un marché où les gens ont un fort pouvoir d'achat? Est-ce qu'il nous faut un marché qui est déjà mature et bien structuré? Est-ce qu'il nous faut un marché proche? Parce que peut-être qu'on aura peu de moyens et donc plus c'est proche, plus ce sera facile d'y aller. En gros, ce qu'on veut, c'est identifier tous les éléments qui font qu'on pourra vendre assez facilement et assez rapidement. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, vous avez compris, il y a plein de sortes de critères différents et je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Mais pour l'instant, restons assez simples. Le but, c'est quand même que Camille et Julien soient capables de réfléchir seuls, sans forcément un accompagnement. Donc on n'est pas obligé d'avoir des critères non plus hyper chiadés. Donc une fois qu'on a fixé ces critères, il va falloir comparer des pays. Peut-être même qu'on a fait une matrice de priorisation. Non mais Romain, arrête là avec les termes matrice de priorisation, mais c'est quoi ça? Enfin, la matrice de priorisation, c'est surtout si vous êtes accompagné. Si vous êtes seul, vous pouvez le faire aussi, mais j'y reviendrai plus spécifiquement dans une vidéo dédiée. Peut-être même que je vous donnerai l'outil prêt à utiliser. Donc Camille et Julien, après avoir comparé, ont sélectionné 3 pays. 3 pays qui donnent le plus de gages de sécurité. Maintenant, on va pouvoir décider par où commencer. Alors là, il n'y a pas de règle absolue. Tout dépend de l'énergie du domaine. En gros, ici, le seul conseil que je vous donne, c'est d'éviter de commencer par le plus gros marché, le plus complexe tout seul. Il faut que vous ayez un petit peu de confiance, il faut que vous soyez aussi sur des marchés faciles. Donc ce gros marché qui va prendre beaucoup de temps et beaucoup de ressources, traitez-le peut-être sur la durée avec à côté des petits marchés dynamiques plus rapides. Donc ça y est, revenons-en à Camille et Julien. Ils sont contents, ils ont leur podium en main et là ils se disent « c'est parti !» Là, le réflexe naturel, c'est de bombarder des emails au pif et espérer une réponse. Mauvaise approche. Avant même de commencer à contacter des gens pour essayer de vendre, et qui plus est à distance, un marché, on s'y rend d'abord. Quoi, Romain? Mais de quoi? Comment ça? Il faut que je me déplace maintenant? Mais t'avais dit que ça serait facile, l'export. Alors, aller sur le terrain, c'est non négociable. Et pour être tout à fait honnête, c'est vrai que beaucoup de petites PME bloquent à cette étape. La peur de l'inconnu, le coût du voyage, et puis on n'a pas le temps, hein, le travail dans les vignes, c'est compliqué. C'est jamais le bon moment. Camille et Julien aussi auraient pu attendre. Trouver 1000 raisons de reporter. Mais ils y sont allés. Et croyez-moi, ce déplacement, c'est là où tout bascule. Donc Camille et Julien ont choisi un salon professionnel pour se rendre sur place la première fois. Alors, pas pour vendre, d'accord? Pour apprendre, pour écouter. Pas pour exposer, hein, pas encore. Alors bien sûr, Camille et Julien vont pas y aller les mains dans les poches, ça se prépare. Et ça, depuis son bureau, hein, sans dépenser un centime. Qui sont les importateurs de vins français là-bas? À quel prix sont les vins français sur les sites internet? Est-ce qu'il y a des vins de Loire? Est-ce qu'il y a des certifications particulières qui sont réclamées par le marché? Et surtout, où sont les salons professionnels incontournables dans le pays? Ils vont avoir 2 objectifs sur place. Premier objectif, c'est finalement de tester l'offre. D'accord? Présenter éventuellement leur vin, échanger avec les acteurs locaux, comprendre exactement quelles sont les attentes des consommateurs anglais. Chacune de ces informations est très importante pour la suite, parce que c'est ça qui va leur permettre éventuellement d'adapter leur offre à l'avenir. Deuxième objectif, identifier et qualifier quelques partenaires potentiels locaux, et finalement repartir avec des cartes de visite. Des agents qui travaillent sur place, des importateurs, des distributeurs potentiels, et si possible ceux qu'ils avaient identifiés déjà depuis leur bureau. Mais aussi et surtout ceux qu'ils n'auraient jamais identifiés s'ils n'étaient pas venus sur place. Et ça, c'est la vraie valeur du déplacement. Les rencontres imprévues, les portes qui s'ouvrent sans qu'on les ait réellement cherchées. Donc Camille et Julien rentrent en France avec des contacts qualifiés, des premiers retours sur leur offre qui va leur permettre d'ajuster. L'étiquette, le positionnement prix, et même le discours commercial. Et peut-être même qu'avec un peu de chance, ils sont rentrés avec une première commande. Alors de retour en France, Camille sort une feuille blanche. Parce que ça y est, à ce stade, ils savent. Ils ont rencontré le marché, ils ont échangé avec des acteurs, et en plus, ils ont eu des retours concrets sur leur vin. Ils ont en fait des certitudes que personne n'aurait pu leur donner depuis leur bureau. Et c'est maintenant qu'on va construire le plan, pas avant. Un outil simple, mais puissant. Le rétro-planning. Oh là là, Romain, rétro-planning, quoi? Pourquoi? Non, c'est simple, c'est très simple le rétro-planning. On part de l'objectif final. Vous voulez faire tant de chiffre d'affaires à 2 ans. Et ben on va remonter dans le temps en essayant de poser toutes les étapes qui vont amener à cette signature de contrat. Combien de visites par an? Combien de salons? Lesquels? Quelles adaptations du produit à réaliser? Quelle relance aussi par email à toutes les personnes qu'on a rencontrées sur le salon? En gros, qui fait quoi? Ce rétro-planning, il fait quelque chose de puissant. Il transforme votre ambition en feuille de route. Il rassure Camille
Ils rassurent Julien, mais surtout ils rassurent leurs partenaires et peut-être même leurs équipes s'ils en ont. Parce qu'une entreprise qui sait où elle va avance beaucoup plus vite. Mais ce que Camille et Julien ne savent pas encore, c'est que ce plan va aussi servir à autre chose. La recherche de financement. Alors on a un plan, c'est super, mais Alors une chose que peu de dirigeants anticipent vraiment, c'est que signer un importateur, ce n'est pas une fin, c'est le début. Un marché export, ça s'anime, ça se travaille. Et surtout, ça se nourrit dans la durée par une présence régulière. Parce que si on n'y va pas régulièrement, la relation s'effrite dans le temps. L'importateur va se tourner vers d'autres fournisseurs et on va vite passer aux oubliettes. Donc il faut sortir de chez soi, régulièrement, pour aller à la rencontre de ses partenaires et leur montrer qu'on est là sur le long terme. Et c'est ça qui fait la différence entre un export solide et un export éphémère. Et tout ça, ça a un coût. Et donc naturellement, Julien va se poser la question que des milliers de dirigeants se posent. Ça va nous compter combien tout ça? Alors petit feedback. Ce que je vois souvent, c'est que les entreprises partent souvent avec des scénarios trop optimistes. Partir par exemple avec 6 mois de trésorerie alors qu'il en faudrait 18. Mais la vraie chance de Julien et de Camille, c'est qu'ils sont en train de construire un budget après être allés sur le terrain, pas avant. Et maintenant ils le savent, combien de visites on va réaliser par an, sur quel salon on va aller visiter, et peut-être même exposer dans 2 ans. Est-ce que je dois changer mon étiquette? Et même des frais juridiques parfois. À ça, on rajoute le temps passé par Camille sur l'export. Tout ça a un coût réel qu'il faut anticiper. Donc un budget construit après une visite sur le terrain sera 100 fois plus solide, basé sur des certitudes et pas des suppositions. Donc Camille a fait le budget, et il est là, noir sur blanc. Et elle n'y est pas allée de main morte. Et du coup, comme beaucoup de dirigeants, elle va se poser la fameuse question. Est-ce que je peux être aidé? Et la réponse est oui, mais avec une règle absolue. Ne brûlez pas vos cartouches. Les financements publics, BPI France, Business France, les régions, vont regarder vos résultats, votre sérieux, votre préparation. Un dossier solide s'appuie sur une stratégie déjà construite, pas sur une idée vague d'exporter un jour. Camille et Julien ont un avantage énorme à ce stade. Ils ont fait le terrain, ils ont un plan d'action et ils ont un budget réaliste avec des contacts qualifiés. Leur dossier est crédible et ça change tout. Si on prend l'exemple de l'assurance prospection BPI, elle peut couvrir une partie significative des coûts de prospection à l'export, mais elle s'obtiendra plus facilement quand vous arrivez avec une stratégie solide, pas les mains dans les poches. Ne brûlez pas vos cartouches trop tôt. Certaines aides ne seront utilisables qu'une seule fois. Donc à vous de choisir le bon moment. Et le bon moment, c'est comme Camille et Julien, après s'être rendus sur les marchés et avoir un plan d'action solide. La règle que j'applique systématiquement est la suivante. Plus vous élaborez votre stratégie en amont, plus vous tirerez des bénéfices concrets de ces financements. Parce que les aides, leur rôle, c'est pas de financer votre export à votre place, mais c'est d'accélérer ce que vous avez déjà commencé à construire. Et donc Camille et Julien ne le savaient pas ce soir-là quand ils se sont posé la question d'exporter ou non. Mais 2 ans plus tard, l'export représente 30% de leur chiffre d'affaires. Et rien de tout ça n'est arrivé par hasard. Tout a commencé par une raison claire, des objectifs précis, un diagnostic honnête, des marchés choisis avec méthode et surtout un travail de préparation sérieux. Le premier déplacement a apporté des certitudes qui a permis de créer un plan d'action solide, des budgets réalistes et envisager des financements au bon moment. Par cette petite histoire, je vous ai présenté à quoi ressemble une vraie stratégie internationale. Et beaucoup de gens se font accompagner parce qu'ils manquent peut-être de motivation et ont besoin qu'on les pousse. Mais moi aujourd'hui, je suis persuadé que toutes ces entreprises qui n'ont pas accès au conseil international peuvent faire ces démarches seules. Bon, avec quelques petits conseils. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle étape pour vous semble la plus difficile. Abonnez-vous car chaque semaine, on va essayer de creuser un sujet en profondeur. 120 000 PME en France qui attendent encore avant de se lancer à l'international. Et moi, je suis là pour ça. Tracez votre cap.